Bonjour, bienvenue au podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô, Zelda. Bien, bonjour Dead Breeze. Donc là, on est à la partie 2 de 3 finalement. donc, on parle des lieux bénéfiques. C'était le sujet de la semaine dernière. Donc, ça va continuer d'être le sujet de cette semaine. Donc là, on va vous réserver ça avec des petits lieux qui sont intéressants, qui se promènent un peu dans le monde. Et on va avoir une troisième partie. Yeah! Donc, on vous laisse à l'écoute avec la suite des descriptions, en fait, des lieux bénéfiques. Au revoir! Bonne écoute. Ensuite, déplaçons-nous en Angleterre. C'est les anciens cercles de pierre à Avebury, dans le Wiltshire. Donc, c'est autant qu'on parle de... Ben, en fait, on n'a pas encore parlé, mais il y a Stonehenge, que c'est des espèces de des grands morceaux de pierre. Avebury, c'est plein de petites pierres faites en forme comme de cercles concentriques. C'est fait à la main, à la main, par l'humain, je veux dire. Puis les historiens ne savent pas vraiment pourquoi ça sert, mais c'est vraiment une place spéciale pour les rituels. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent des espèces de baguettes de divination pour essayer de trouver les lignes spéciales là-dedans, les lignes d'énergie. Et on dit aussi que toucher les espèces de grosses roches-là, il y a beaucoup de personnes qui recherchent la connexion divine dans cette formation-là. Donc, l'énergie est quand même assez spéciale ici. Oui, assez! Mais je trouve ça fun parce que c'est plein de lieux vraiment partout dans le monde. J'en ai pas dans ma liste, puis je pense pas que tu as non plus d'endroits au Canada, mais je pense que dans chaque... Je sais qu'il y en a. Oui, il y en a. On les a pas toutes sorties non plus. Puis il y en a que des fois, c'est plus touristique que vraiment bénéfique. Là. Faut faire attention parce qu'il y a des lieux... C'est pour ça que je l'ai pas mis dans ma liste. Parce que je sais pas si c'était ton cas, parce qu'on fait quand même un peu de recherche avant de faire le podcast. Puis il y a des lieux que, oui, c'est, entre guillemets, magique, mais c'est parce que c'est beau. Tu sais, des gens ont tendance à noter que c'est magique ou majestueux ou bénéfique parce que, bon, c'est zen, puis que c'est juste magnifique à regarder, puis qu'on se sent bien, mais il y en a dans tous les pays. Puis je pense que t'as pas besoin nécessairement d'aller voyager dans un autre pays pour trouver un espèce de point énergétique. Des fois, ils sont juste pas nécessairement connus. Il y en a qui appellent ça aussi avoir des vortex énergie un peu partout. Je pense que c'est des choses... Ou des lieux sacrés. Retrouver. Des petits lieux sacrés aussi. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être une église qui a été construite dans le temps dedans. Tu sais, des fois, si vous allez prendre une marche en forêt puis un lieu que ça vous fait vibrer, ça rentre aussi dans des lieux bénéfiques. C'est juste qu'on n'a pas toute la liste de ceux-là. On a aussi la mer morte, donc si vous êtes fan de tout ce qui est salé, hein, c'est peut-être un endroit pour vous. Donc, surtout pour rentrer, pas se baigner fraîchement rasé, ça doit faire mal, oui. Il faut pas taille de blessure. Ironiquement, non. Si vous avez des problèmes de peau... Le sel. Oh. Oui, non, mais en fait, c'est justement ça. Je pense que ça disait que ça l'aidait justement ceux qui ont des irritations cutanées. Je te dis pas une plaie ouverte, c'est pas ça. Mais il faisait des traitements avec ça. Des problèmes de peau. Moi, c'est pas mon style d'aller là-bas pour ça, mais de toute façon, j'en ai pas, mais si j'en aurais, j'irais peut-être pas pour ça. J'irais plus pour flotter. Donc, c'est une eau qui est 10 fois plus salée que l'eau de l'océan. Quand même, c'est bon. C'est pas juste l'eau qui est salée, c'est aussi l'air qui est proche de cet endroit-là qui possède un taux d'oxygène beaucoup plus élevé que la normale, probablement avec toutes les émanations, je devine, ça doit provoquer une chaîne chimique qui fait en sorte qu'on a plus d'oxygène ou un petit peu moins de O2. Non, c'est pas vrai, de H2O dedans. Son eau est imbuvable et il n'y a pas vraiment de créatures qui y vivent dans cet endroit-là. Il n'y en a aucune. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la mer morte. Parce que, c'est ça, il n'y a rien qui survit. Il n'y a rien. C'est salé.
Tu sais, dans un sens, là, on dit souvent, si vous faites des cercles magiques avec du sel dans votre gazon, faut pas trop le faire avec beaucoup de sel, parce que tout brûle. Ben eux, ben c'est ça, non-stop. Les planchers de bois aussi. Oui, les planchers de bois aussi. Donc, vu bon, ils disent qu'à cause de ça, justement, que le fait que ça soit ultra salé, ça serait un endroit qui est bénéfique pour les soins. Donc, les minéraux principaux, là, on parle du magnésium, du potassium et, surprise, le calcium. Et c'est des produits qui sont souvent utilisés bon, dans des médicaments ou les traitements médicaux. C'est sûr que peut-être pas à forte dose dans de l'eau, là, mais ça, c'est une autre histoire. En gros, si vous avez il y a certains problèmes qui disent, bon, si vous allez vous baigner dans la mer morte, ça peut être bon pour vous. Moi, j'avoue que c'est juste l'idée de flotter. Ça me plaît beaucoup, ça. Évidemment, ça touche Israël à la Jordanie, là, donc dans ces coins-là. Ouais, je pense qu'on a fait un petit peu de petit tour de la mer morte pour ça. Oui, en fait, tu as parlé d'Israël. Je vais continuer dans cette partie du monde-là. En fait, il y a le mur de l'Ouest à Jérusalem. En gros, on le connaît beaucoup comme étant l'espèce de mur des lamentations. C'est un mur qu'on considère comme bénéfique parce qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent des prières, qui écrivent des souhaits, puis il place à l'intérieur, il essaie de le rentrer dans tous les trous possibles, les cracks possibles de ce mur-là. On dit que il y a vraiment, il est reconnu pour, comme tout ce qui est bénéfique. C'est comme si c'était une espèce de mur avec une connexion directement vers Dieu, vers l'au-delà. Donc, c'est une place à aller voir parce que, tu sais, on parle de mur de lamentation, puis on voit toujours des espèces de vieux juifs en train de... On a l'impression qu'ils veulent se cogner la tête dessus, mais c'est... en général, les touristes écrivent des souhaits sur un bout de papier, puis ils rentrent dans le mur pour que ce souhait-là se réalise. Donc, c'est bénéfique, oui, mais en même temps, autant rendre l'utile à l'agréable. Un autre endroit, je vous déplace au Japon. Endroit super cool. Ben, j'aime le principe. Honnêtement, être plus en forme, peut-être, je le ferais, mais pas tout de suite, mettons. Il y a ça s'appelle le Temple Circuit, en tout cas, ou le circuit des temples, on va l'appeler comme ça, on va le traduire manuellement, hein, au Japon. Donc, c'est un pèlerinage de 88 temples sur une surface de 1200 km qui fait le tour de l'île japonaise de Shikoku. Dans les chemins, les visiteurs suivent un ordre précis pour arriver à faire l'ensemble des 88 temples. Wow. C'est divisé en 4 provinces sur l'île. Et là, j'ai une image devant moi, fait que je vais essayer de vous l'expliquer. Les temples 1 à 23, qui sont dans la province de Tokushima, représentent l'éveil. Donc, dès que vous allez dans chacun des temples, puis je pense qu'il faut vraiment les faire dans l'ordre. Il y a vraiment une map, là, ça suit quand même assez bien. C'est sur le côté nord-est de cette île-là. Donc, vous faites cette partie-là. Donc, ça représente l'éveil de votre cheminement. Après ça, vous avez les temples 24 à 39, qui sont dans la province de Kuchi, qui, eux, représentent l'austérité et la discipline. Donc là, on parle du côté un peu plus sud de l'île. On monte ensuite au côté ouest et un peu nord, mettons nord-ouest un petit peu, qui est la province de... C'est soit Eim ou Elm, j'ai un petit peu de doute, qui sont les temples 40 à 65, c'est l'obtention de l'illumination. En anglais, on parle de enlightenment. Je pense que ce serait pas mal l'espèce de traduction qui serait le plus clair. Ouais. Donc, on continue, puis c'est vraiment sur... La plupart semblent être quand même proches des rives. Et les 66 à 88, qui sont tous dans la première... complètement au nord, un petit peu à l'est, mais plus nord qu'autre chose. On parle de représenter comme si on entrait dans le nirvana. Donc, on parle de 66 à 88 dans la province de Kagawa. Et
environ 10 000 pèlerins font la route chaque année. Vous pouvez le faire en partie par bosse ou à pied. Et même si le trajet était purement religieux jadis, aujourd'hui, les gens le font déjà pour la religion, mais aussi pour des raisons spirituelles et touristiques, parce que j'imagine que ça doit être d'une beauté hallucinante, là. Donc, Mais ça doit être long, 88? Oui, mais je pense pas que tu prends 2 heures à chaque temple non plus. Parce qu'il doit y avoir des temples qui se ressemblent, là. Tu sais, je veux dire, peut-être qu'ils pourront juste passer devant ou tu rentres dedans, tu fais ta petite prière, tu ressors. C'est un pèlerinage. Peut-être touristique va un petit peu plus vite que... Puis, ça dépend. Si quelqu'un le fait à pied, tu sais, il prend plusieurs journées, marche, je sais pas à quel point c'est gros, je sais pas, tu sais, c'est 1200 km, c'est quand même beaucoup de kilomètres. Mais il y en a qui vont dire, ben moi, je prends 1 mois, puis je le fais, ou 1 mois, 2 mois, puis je le fais à pied, puis j'ai des arrêts un peu partout. J'imagine que comme il y a des endroits touristiques, il y a quand même probablement des places pour s'arrêter dormir, ou, tu sais, ça doit être organisé, j'imagine. Donc, c'est vraiment sur l'île japonaise de Shikoku. C'est ça. Allons ensuite au Tibet, le Chiugompa puis le mont Kailash. En gros, c'est dans le Tibet de l'Ouest. C'est un mont qui s'élève jusqu'à 6714 mètres. Il y a les bouddhistes, les hindous, plein de religions considèrent cette région-là comme étant sacrée. On pense que cette région-là fait comme office de mandala, c'est comme les mandalas qu'on peut dessiner. Il y a comme, ça représenterait comme le noyau ou le microcosme de l'univers. C'est comme l'espèce de petit, l'univers petit. C'est aussi la source des 4 rivières en Asie. Encerclant cette montagne-là, il y a beaucoup de pèlerinages qui y vont. Ils performent une espèce de kora, qui est dans la traduction du bouddhisme. Donc, c'est comme si ça absout une personne d'une vie complète de karma. Si on fait les 108, ça amène l'illumination complète. Donc, c'est une place vraiment précise. Mais c'est sûr que là, on parle surtout de la tradition bouddhisme. Je me cherche. Je vais continuer au Cambodge. C'est l'espèce de temple de Angkor Wat. J'espère que je le dis comme il faut. En gros, ça a été bâti dans une période d'environ 500 ans. Tu sais, comme entre 802 et 1431. C'est l'Empire Khmer qui a vraiment construit cette espèce de gros temple-là. En gros, c'est le plus grand centre spirituel du monde. Ça a une étendue de 400 km. Puis, il n'y a pas simplement une grande série de structures, c'est une base vraiment spirituelle. C'était construit comme temple hindou en premier lieu pour le dieu Vishnu, mais graduellement, ça s'est transformé en temple comme bouddhisme. J'ai vraiment de la misère avec ce mot-là, je suis désolée. Autour du 12e siècle, beaucoup qui ont visité ce site-là rapportent aussi une conscience plus comme grandie, plus étendue, plus précis et se connecte plus facilement à quelque chose de plus grand qui, je pourrais quasiment dire que c'est une facilité de se connecter à l'univers sur ce site-là. Donc, c'est un endroit très, très, très reconnu. Puis, pendant c'est sûr que il y a quand même beaucoup de visites, donc si vous voulez, il y a des moments où est-ce qu'il y a peut-être moins de monde, moins de visiteurs, où est-ce que ça rend plus facile la connexion pour vraiment mieux vous ressourcer, puis vous connecter à l'au-delà, à l'univers, aux dieux, à tout ce que vous avez envie de vous connecter.
Est-ce qu'il y a un lieu, ou deux lieux, on peut y aller avec deux, que tu as vraiment envie de visiter après avoir fait le tour de toutes ces... Ah, il y en a tout plein. Moi, c'est sûr que j'ai une préférence sur tous les temples, autant que ce soit Maya que justement ce dernier-là d'Angkor Wat. Euh, c'est des temples que on les regarde, on voit que la nature a quand même pris un peu le dessus, mais ça a un aura de mystère et moi, ça m'attire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aimerais tellement ça. C'est quand qu'on gagne le million, tu disais, pour qu'on puisse faire le tour du monde? Ah, on ne gagne pas, c'est un chèque qu'on va recevoir parce que... C'est vrai, c'est un chèque. Il va être dû. Ça va être avec l'insight du podcast, on attend le chèque. On attend le chèque parce que justement, ça ferait tellement une belle vidéo de faire cette visite-là en direct puis pouvoir en discuter en détail. Mais moi, tous les temples comme ça m'attire tellement et surtout celui que les femmes ne peuvent pas visiter. Sincèrement, oui. Ça me comme... Celui-là, quand que j'ai lu sur lui, parce que c'est pas la première fois que j'en entends parler, donc j'ai comme une... J'ai été fâchée un peu, je dois le dire, pour dire, mais pourquoi? C'est pas juste! Moi aussi, c'est une des places que j'aimerais voir. Mais bon, évidemment, je veux respecter aussi les croyances de là-bas, les temples, les monks, puis tout ça. C'est quelque chose ça date pas d'hier non plus. Même s'ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit, je crois, aujourd'hui qu'ils l'étaient peut-être avant. Mais les traditions sont quand même là. Oui. Mais les traditions persistent. Puis je pense que c'est une des belles choses qu'on peut reconnaître, c'est justement que si la tradition persiste depuis tout ce temps-là, pour eux, ça leur convient, puis ils vivent bien avec ça, et c'est correct. Là. Il faut le respecter. Oui, effectivement. Puis, tu sais, il ne faut pas être fâché après ça. Là. C'est vraiment juste... Il y a des choses, des fois, mais c'est comme ça. Oui. Mais la beauté du site et l'histoire, je veux dire, c'est quand même... un fait intéressant. Tu sais, Bouddha, tout ça, a quand même fait beaucoup pour, bon, la religion, évidemment, bouddhiste, là, mais avait quand même un principe de nettoyage, d'impureté, la négligence du besoin, tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent dans les écrits de Bouddha, en fait, tous les écrits relatifs à lui. Et le fait que, bon, c'est quelqu'un en 1692 qui a tenté d'être le deuxième Bouddha, d'atteindre lui aussi le nirvana. Qui, lui, c'est de la méditation prolongée pendant 3 ans, 3 mois et 3 heures. Je me rappelle pas Bouddha, c'était combien de temps au total, par exemple, là, de mémoire, là. Mais, tu sais, qu'on le nomme le second, ça a quand même une force là, au niveau de l'emplacement du temple, comme quoi, mais c'est un peu la deuxième apparition. Je sais pas s'il va en avoir une troisième, quatrième, cinquième, sixième, là. Peut-être. C'est quelqu'un qui médite aussi longtemps que ça. Mais c'est quand même intéressant. Fait que le lieu est gorgé d'histoires. Puis une histoire comme la sienne, bien évidemment, ça perdure longtemps. J'ai un faible, mais vraiment un gros faible pour les temples sur l'île de Shikoku au Japon. Évidemment, je m'attends à ce que tous les temples se ressemblent. Après 88, il doit y en avoir au moins 3-4 qui se ressemblent dans l'eau. Mais minimum. Au Japon, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits temples où les gens vont s'arrêter, faire une prière, faire parfois brûler un encens, tout ça, et avoir une espèce de demande. Souvent, c'est pour faire des demandes ou des questions, puis ils ont des semi-révélations par rapport à ça. Je trouve que c'est aussi une belle façon de pratiquer sa religion, qui est quand même différente de ce que nous, on connaît. Ben, en tout cas, nous. Je dis nous, là, comme si on était des grands pratiquants, là, des catholiques ou des chrétiens, c'est pas ça du tout, mais en général, mettons, la grosse image générale, pense. Fait que justement, puis ce que j'aime beaucoup, c'est que la visite des temples est une étape. C'est pas juste, je vais visiter 88 temples Shinto. Je sais même pas, je pense que c'est bouddhiste, eux autres. Mais en tout cas, c'est pas, je vais visiter 88 temples. Shintoïsme? C'est pas indiqué. Je n'ai pas l'information. Okay. Mais d'après moi, c'est bouddhiste, vu que c'est pour aller vers le nirvana, là. J'imagine, là, le Shinto est pas... il peut être lié aux bouddhistes, mais c'est plus compliqué. Tu sais, le fait que ce soit vraiment l'aspect de l'éveil, l'aspect de la discipline, de l'illumination, puis du nirvana, qui sont vraiment des gros concepts.
puis c'est vraiment par étapes. Moi, je trouve ça merveilleux. Je trouve qu'il y a quelque chose à apporter là-dedans qui est différent. Et c'est sûr qu'il y a plein de places qu'on aurait pu nommer qu'on n'a pas faites. Il y a aussi des places qu'on aurait pu parler pendant des heures, on a juste parlé comme 3 minutes. C'est lourd, c'est quand même lourd comme... il y a beaucoup de choses. J'avais un livre sur des mystères de Gérald Messadier, si je me trompe pas. Il me semble que oui. Qui en fait mention quand même assez... énormément parce que justement, il essaie de expliquer les mythes sur les lieux, les mythes et les réalités là, sur les lieux miraculeux parce que souvent on explique qu'il y a une grosse partie qui ça peut être faite avec l'effet placebo, que les gens qui pensent fortement être soignés en allant dans un lieu, quand ils vont, ils sont tellement excités par le soin qu'ils peuvent avoir que ça les aide. Et ça, je ne serais pas contre l'idée qu'il doit y avoir une partie de ça qui peut entrer en ligne de compte au final. C'est parce qu'on dit on dit que l'esprit est excessivement puissant, puis quand on croit en quelque chose, ça fait bouger l'énergie en ce sens-là pour que ça le réalise aussi. Donc, on parle de l'effet placebo, mais c'est parce que l'effet placebo, c'est comme été prouvé que ça existait pour de vrai. Oui. Et justement, donc, l'esprit est quand même assez puissant. Donc, est-ce que c'est juste le fait d'y croire que ça fonctionne ou le fait d'y croire fait en sorte que notre esprit s'auto-guérit? Puis en même temps, quelqu'un qui pense à un lieu maléfique va sûrement vivre ou va entendre des trucs épouvantables face à ce lieu-là, justement parce que, bon, il y a déjà une peur qui est créée. Ça va engendrer par une espèce d'effet d'effet d'avalanche en tant que tel. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent être vraiment intéressantes. Donc, évidemment, des gros lieux comme Lourdes ou la mer Morte, où les gens, bon, ben, ils font un lien que, bon, c'est ultra salé, donc ça doit être bon. Des fois, ça peut créer ces histoires-là sur les lieux, puis ça peut être bien. Comme on a dit un petit peu plus tôt, ça peut être un lieu que vous connaissez, une petite forêt que vous allez, qui a une grosse belle empreinte énergétique. Ça va être super intéressant à voir. Donc, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez le faire sur la plateforme de sorcellerie.net. Donc, allez sur le site, c'est modéré, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez nous parler de vous présenter aussi. Ça va nous faire plaisir de vous connaître un petit peu plus. Et c'est gratuit? C'est gratuit et vous allez pouvoir retrouver des gens qui ont les mêmes passions que vous, peut-être même dans les mêmes domaines que vous, si vous êtes un petit peu plus chanceux. On a aussi Facebook, si vous voulez juste avoir les nouvelles. On ne fait pas beaucoup de publications sur Facebook, on n'est pas très active là-dessus, notre petit défaut à nous. Mais au moins, ça vous tient à jour sur tout ce qui est live stream et podcasts qui sortent. C'est sur facebook.com/sorcellerienet. Vous pouvez nous écouter le podcast sur YouTube/sorcellerienet. Vous allez voir, c'est vraiment le sorcellerienet qui ressort beaucoup. Vous pouvez le faire sur Spotify, vous pouvez le faire sur Apple Cast, vous pouvez le faire sur Google Cast. On est sur plein de plateformes concernant le podcast, donc ça, il n'y a pas de problème. Si vous préférez nous voir en live, vous pouvez toujours le faire sur Twitch les samedis matins, 8h30 heure du Québec, 2h30 heure européenne, et c'est l'après-midi. Et nous, dans le fond, on présente soit des unboxings, des fois c'est des fiches, des fois on joue à des jeux vidéo en répondant à vos questions. Donc ça dépend vraiment de ce que c'est. Une semaine c'est Zelda, une semaine c'est moi. Des fois on interchange, on a beaucoup de fun avec ça. Donc, surprise les samedis matins. On a aussi la plateforme Discord, donc si jamais vous voulez discuter en direct avec nous, on essaie de répondre le plus vite possible, mais des fois c'est un petit peu plus long, mais il y a toujours des personnes qui discutent, donc il n'y a pas de problème pour ça. Vous devriez avoir le lien en dessous dans la description. Écoute, c'est une partie 2, il va y avoir une partie 3, donc on va vous souhaiter une excellente semaine pour cette fois-ci, et on se revoit la semaine prochaine. Bye! Bonne semaine!